ici aujourd'hui, puisque notre laboratoire porte vraiment aussi cette même vision de la santé que vous tous ici et de toutes les discussions ce matin qui étaient vraiment hyper intéressantes et éclairantes. Et donc, on va parler un petit peu d'homéopathie en ce début d'après-midi et je laisse maintenant Jean-Claude Carpe se présenter à vous. Oui, Jean-Claude Carpe, médecin généraliste à Troyes, orientation néo depuis plus de 30 ans, maintenant 35 ans. J'ai versé dans les soins de support en oncologie depuis une vingtaine d'années. Depuis 2012 environ, j'anime une consultation de soins de support homéopathique pour chirurgie dans le service d'oncologie radiothérapie de l'hôpital de Troyes. Antoine Rousseau, médecin généraliste, homéopathe et psychanalyste. Donc je suis coordinateur du diplôme interuniversitaire d'homéopathie, qui est un diplôme important pour notre discipline, et puis ancien attaché par fondation d'homéopathie aussi au CHU de Reims. Donc on m'a confié la lourde tâche de modérateur, on tiendra le temps. Ah, il n'y a pas de problème. Alors, on a vu des choses maintenant extrêmement intéressantes concernant la médecine intégrative, et notamment le fait que cette médecine intégrative associe à la fois les thérapeutiques, mais aussi l'intégration dans le système de santé. Et donc, en commençant cette après-midi avec nos deux intervenants, et chacun dans leur partie comment ça peut s'articuler. Bien entendu, la médecine intégrative considère l'humain dans sa globalité, ça c'est une banalité, et surtout dans son rapport à l'environnement aussi. Et il faut savoir que l'ADN de l'homéopathie porte tous ces principes et cette vision de santé intégrative. Alors, Jean-Claude Carpe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en consultation dans un centre de cancérologie au centre hospitalier de Troyes. Expliquez-nous un peu, c'est quoi l'homéopathie pour vous? C'est une vaste question parce que c'est toujours très difficile de définir juste une thérapeutique quand c'est un ensemble de recettes. C'est pas juste une médicament. Et c'est plus une prise en charge homéopathique du patient qu'être tout simplement un traitement homéopathique. Cette prise en charge elle va se baser sur plusieurs choses. D'abord, sur la globalité du patient, ce qu'il est par lui-même, sa façon de fonctionner, et également sur ses interactions avec l'environnement. Cet environnement va impacter le patient, il provoquer un certain nombre de troubles, pas forcément des maladies, des dysfonctions, des troubles divers. Et l'homéopathie va être chargée de corriger tout cela. Ça se fait d'une part par un entretien qui va être assez précis, assez fouillé, pendant lequel on va essayer de comprendre comment fonctionne notre patient, savoir qui il est exactement, et comment il interagit avec son environnement et comment son environnement l'impacte. Ensuite, dans un deuxième temps, on prescrira bien sûr un traitement homéopathique. Merci Claude. Alors, vous êtes représentant d'un laboratoire pharmaceutique, avec des médicaments homéopathiques. L'homéopathie, c'est quoi pour vous? Tout à fait, docteur D'Amonceau. Donc, bien sûr, en tant que producteur de médicaments, pour nous, l'homéopathie, c'est avant tout un produit de qualité qui répond à tous les standards des normes pharmaceutiques. Donc, c'est extrêmement contrôlé en termes de qualité et de fiabilité. Et on s'attache vraiment à la qualité de nos produits. Mais au-delà de ça, pour nous, l'homéopathie, bien évidemment, ne se limite pas à ces 3000 souches et médicaments qui, dans la variété, donnent vraiment un panel de thérapeutiques très très important, que vous connaissez très bien tous les deux. Mais c'est vraiment une vision que l'on a de la santé chez Boiron. Et on souhaite apporter cette pierre à l'édifice de la santé intégrative qui se construit en France. Donc nous, à notre échelle de laboratoire, et on est là pour promouvoir, accompagner la recherche, le développement de ces centres innovants, comme on a pu en entendre parler ce matin. Et on reste vraiment très ouvert à tous ces beaux développements auxquels on se connecte. On a la possibilité aussi, de par nos différents départements au sein du laboratoire, par exemple, de participer à la création de ces réseaux, de créer ce lien ville-hôpital, puisqu'on est en contact de tous les professionnels de santé, puisque cette thérapeutique, on parlait, est totalement multidisciplinaire. Donc on est au contact des pharmaciens, on est au contact des médecins généralistes, on est au contact des hôpitaux, puisque l'homéopathie aussi, depuis plusieurs années, est entrée dans les hôpitaux, dans l'accompagnement, en soins de support, notamment de patients atteints de maladies chroniques. Donc voilà, c'est vaste. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous parler pendant des heures de l'homéopathie, mais je vais redonner la parole à Antoine. Merci
Merci. Alors, donc oui, les hôpitaux, il y a une trentaine de consultations hospitalières, dont 15 dans les centres anticancéreux. Donc Jean-Claude, vous êtes consultant dans un centre anticancéreux, ça se passe comment? Bien. D'autres questions? En fait, cette consultation a été créée en 2012 à la demande des cancérologues. Comme je faisais déjà des soins de support en ville, les cancérologues évidemment m'ont entendu parler et ils ont dû être intéressés, en tout cas par la démarche, et intéressés par le retour qu'ils avaient de la part des patients. Et du coup, ils se sont dit pourquoi ne pas intégrer un médecin homéopathe. Et comme je faisais déjà du SAMU à l'hôpital depuis une dizaine d'années, ils ont pensé à moi et ils ont donné une journée d'intervention. Donc là, j'y vais une journée par semaine. Tous les patients que je vois me viennent adressés par les cancérologues. Je fais que des consultations à la demande des cancérologues. Et éventuellement, maintenant, les infirmières de pratique avancée et les infirmières de l'OMS. Les principaux motifs de consultation, enfin d'adressage en fait des patients, c'est soit de la prévention, soit pour les traitements. L'effet secondaire, par exemple. Au niveau de la prévention, par exemple, on va demander la prévention des effets secondaires des antiaromatases, dans les douleurs articulaires. On sait que 40% de ces patientes arrêtent les traitements en cours parce qu'elles sont trop invalidées par tout ça. Donc, évidemment, on permet un traitement préventif tout de suite dès la mise en œuvre des traitements, et ce qui limite nettement ces douleurs. Un deuxième motif, par exemple, ça peut être la prise en charge de neuropathie chimique, c'est une platine, neuropathie après le froid. Et là, on s'est rendu compte avec ma collègue acupunctrice qui travaille également à l'hôpital que l'homéopathie est plus intéressante en prévention de l'apparition des cellules, alors que l'acupuncture sera plus efficace ensuite dans le traitement préventif de ces cellules. Et donc on échange entre nous en permanence et on arrête à orienter les patients comme ça entre nous afin de les soulager. On travaille également avec d'autres services, d'autres médecins qui ne font pas partie du pôle, mais pas partie du service d'oncologie et radiothérapie. Comme par exemple des ORL qui nous adressent des patients pour les effets secondaires des radiochimiothérapie, les ORL, les sites qui sont terribles chez les patients ORL, on essaie de les prévenir comme ça. Un autre pôle d'action en ce moment, c'est de travailler avec les hématologues qui mettent leurs patients en aplasie, notamment les patients en aplasie ou également des lucides absolument très intenses en condition, dans certains cas, et on essaie également de soulager ces patients de toute manière. Le deuxième pôle, c'est pour le côté plus thérapeutique et le traitement des pathologies qui sont déjà installées. Et là, ça va être tout le panel des effets secondaires des traitements. On ne va pas les détailler, ça peut être la diarrhée, les nausées, les douleurs, les céphalées, la fatigue. Première plainte des patients, c'est la fatigue. Et donc, on s'attache à trouver des traitements pour limiter cette fatigue chez les patients. En même temps, on n'a pas de traitement de fatigue comme on veut traiter de façon plus agréable les patients. On va traiter beaucoup plus le patient fatigué que la fatigue. Pourquoi ce patient est fatigué? Et c'est dans cette compréhension du patient qu'on arrive à trouver ensuite le traitement qui va être adapté. Merci encore. En 2016, il y a une société savante qui a été créée. Oui, c'est la CISO, la Société Homéopathique Internationale de Soins de Support en Oncologie, dont le but était de rassembler tous les professionnels qui s'occupent des soins de support en oncologie et qui tournent autour de l'homéopathie. Donc on a là-dedans bien sûr des médecins, des oncologues formés ou pas à l'homéopathie, des pharmaciens, des infirmières, des sages-femmes, etc. Et comme c'est une société internationale, on a également des médecins qui viennent, enfin des intervenants qui viennent de tous les pays, ce qui est intéressant parce que ça permet cette transversalité également d'échanger sur différentes pratiques et différentes façons de procéder au niveau des soins de support. Le but aussi, c'est de former les médecins, donc on a des cycles de formation, les médecins et les professionnels, et également d'organiser des congrès, et lors de ces congrès, c'est le tour de recommandation. Pour donner un exemple concret, le dernier congrès, Jean-Philippe Wagner, qui est intervenu ce matin, nous a parlé du cancer de la prostate, il a réfléchi sur le cancer de la prostate, les problèmes que ça peut poser et des solutions qu'on pouvait apporter, tout ça dans un échange avec la salle. C'est-à-dire que ce ne sont pas une ou deux personnes qui décident de ce qu'il faut faire, mais c'est dans un échange avec la salle qu'on va pouvoir mettre au point le protocole de traitement. Et là-dedans, c'est intéressant parce qu'il y a des pharmaciens, il y a des infirmières, il y a des médecins, et c'est un peu un mélange de toutes ces informations qui nous permettent d'arriver aux traitements les plus cohérents. On a également eu le professeur Philippe Bachelet qui nous parlait du cancer du pancréas. C'est le
c'est médecin chef de service de chirurgie digestive à l'ICHU de Strasbourg, responsable de pôle chirurgie, et qui est spécialisé dans cette chirurgie-là. Et pendant l'intervention, il a dit que pour lui, son principal problème, c'était les diarrhées motrices, qui sont extrêmement invalidantes pour les patients et pour lesquels on n'a pas de traitement conventionnel qui existe, qui soit vraiment efficace. Donc on a réfléchi tous ensemble dans la salle à voir comment on pouvait aborder ces problèmes-là. Et ensuite, on a créé un groupe de travail avec tous ceux qui ont voulu participer pour mettre au point des protocoles de traitement, mais qui en même temps sont absolument individualisés, c'est-à-dire qu'on se basait sur les symptômes du patient et pas que la notion de diarrhée motrice, et savoir comment notre patient vit sa diarrhée motrice, par quoi elle déclencher des émotions, des impressions, etc. Et en fonction de ça, il y a une espèce d'organigramme qui pourra servir à tout le monde, à la fois aux médecins déjà formés en homéopathie, et également aux personnes non formées, très bien en homéopathie, comme par exemple les infirmiers de pratique avancée, ou les oncologues, pas spécialement formés à ça. Merci beaucoup Jean-Claude. Donc vous êtes aussi médecin généraliste. Et à ce titre, donc, vous avez une expérience également de l'homéopathie pratique. J'ai entendu ce matin le Dr Berman qui parlait dans la médecine fonctionnelle de l'histoire du patient, même son histoire familiale, la génétique, la biologie, le mode de vie. Est-ce que tout ça est pris en compte? Comme je disais, c'est une prise en charge homéopathique globale. C'est pas que le fait de donner un traitement, de faire un diagnostic d'une maladie nosologique et de donner un traitement. Et pour pouvoir faire cette prise en charge globale, on est obligé de connaître notre patient en profondeur, de savoir comment il fonctionne. Et pour cela, on a trois axes d'interrogatoire. C'est d'une part les tendances pathologiques actuelles, passées, voire familiales, les tendances psychocomportementales et les tendances morphotypologiques. Tout cela, évidemment, va interagir avec l'environnement du patient. Peut-être pour ce plus clair, je vais donner rapidement un exemple. Prenons un patient qui est plutôt tonique, actif, en consultation, il répond très vite à nos questions. Il a à peine le temps de préparer la question, déjà on a la réponse. Il lui signale qu'il a des migraines, qu'il lui a passé de l'asthme, qu'il fait des rhumes allergiques. Il a une colopathie fonctionnelle, il a des hémorroïdes. Voilà. Tout ça semble assez disparate. En médecine homéopathique, ce sont des problèmes différents traités par des spécialistes différents. Et ce patient-là, évidemment, pour nous, homéopathes, on va essayer d'en faire un patient unique auquel va correspondre un traitement tout à fait bien ciblé. Là, ce patient, il correspond, tout ce qu'on appelle l'uxorita, tout ce qui fait l'homéopathie. Là, ce patient, il va interagir avec son environnement, c'est-à-dire que quand il va avoir des contrariétés, il va avoir des migraines, des crises de fatigue, ou des crises d'hémorroïdes. Quand il va manger trop, il va y avoir le même type de pathologie. Quand il va être surmené, parce que comme il est actif, il entreprend un tas de chantiers, il va s'investir dans un tas de domaines, il va faire un tas de choses, il va finir par être en surmenage complet. Et quand il sera en surmenage, il fera peut-être une dépression, il viendra à l'autonomie. Jean-Claude, l'homéopathie a 200 ans maintenant. Pourquoi elle s'inscrit dans la médecine moderne aujourd'hui? Eh bien, je trouve que c'est intéressant parce que peut-être que tu peux nous parler de 4 pays. Ça me fait penser à cette histoire-là. La théorie du professeur Poole, c'est un biologiste américain qui parlait de la médecine des calculs. C'est vrai que c'est intéressant, prédictive, participative, Personnalisée. comment? Personnalisée et préventive. Personnalisée et préventive, voilà. Est-ce que l'homéopathie s'inscrit là-dedans? Ah, mais à mon avis, complètement. On existe depuis plus de 200 ans. Et en fait, on a intégré toutes ces notions-là déjà. Prédictive. On sait très bien que notre patient luxurica va être prédisposé à certaines pathologies. Que si on le laisse évoluer dans le temps sans l'équilibre globalement, par le traitement, mais également par les conseils que vous lui donnez et par le mode de vie qui va peut-être devoir changer, etc., il va évoluer vers un certain nombre de pathologies. Donc prédictive, oui, on est dedans. Préventive également, parce qu'on sait qu'en corrigeant ces différents troubles qui apparaissent au fur et à mesure, on va certainement éviter l'évolution vers des pathologies plus sévères. Personnalisé, je n'ai pas besoin d'expliquer plus avant, parce que personnalisé, on en a assez parlé, donc je peux donner le traitement personnalisé en homéopathie, le reste n'a aucun sens. Participatif, parce que vous aurez compris qu'avec tout cela, notre patient, on est obligé de le faire participer à sa santé. On ne peut pas lui dire, vous allez simplement prendre des granules de et tout va rentrer dans l'ordre. Non, c'est pas vrai. Vous allez prendre des granules de oui, mais vous allez également réguler votre rythme de vie, également travailler un peu moins, et
également manger un peu moins gras, également boire un peu de café, vous avez déjà un tonique, déjà un sympathique tonique. Et si vous continuez comme ça, vous finirez par avoir une hypertension. Donc, on est entièrement dans tout cela. En plus, si tu veux bien, parce que ça fait penser à quelque chose, dans cette médecine d'évolution moderne, on parle de plus en plus de profil génomique. Et dans les profils génomiques, on est également tout à fait là-dedans. On est prédictif, on peut être préventif dans certains cas, on peut être participatif en demandant aux patients de corriger des troubles qui vont les amener à des maladies. Eh bien, on peut faire le parallèle. Et je suis très très impatient et curieux de voir ce qui va se passer à l'avenir quand on arrivera à avoir des profils génomiques qui sont plus précis et de voir si ça correspond à une typologie de l'hépatique. Je suis persuadé qu'on trouvera des choses intéressantes à ce niveau. Merci Jean-Claude. Un petit mot sur la recherche. Vous savez qu'on dit que pour l'homéopathie, la recherche est insuffisante, qu'elle est inexistante, qu'il n'y a pas grand-chose de fait, que ça ne fait rien. Alors, j'aimerais bien qu'on commence par une grande étude qui a été faite, qui s'appelle l'étude 3, qui rassemble en fait des problématiques de santé publique, les problèmes chroniques, les douleurs chroniques aussi, notamment les pathologies chroniques, les troubles anxieux, les dépressifs. Tout à fait, Antoine. Le programme EPI3 a été un programme de recherche de grande envergure pharmaco-épidémiologique qui a porté sur plus de 8000 patients dans les principaux motifs de consultation des cabinets généralistes, comme tu le mentionnais très bien. Donc, et cette étude a vraiment essayé de mettre en lumière en quoi une prise en charge par un médecin homéopathe pouvait être différente d'une prise en charge plus conventionnelle. Et donc, ce qui est ressorti de cette étude, c'est que déjà, il n'y a aucune perte de chance d'un point de vue de l'évolution clinique sur ces différentes pathologies très courantes, telles que les douleurs articulaires, les troubles du sommeil, tout ce qui est aussi les infections des voies aériennes supérieures. À chaque fois que la prise en charge soit faite par un médecin homéopathe ou par un médecin plus conventionnel, on a la même résolution des symptômes. Cependant, on observe une consommation amoindrie de médicaments pouvant avoir de potentiels effets secondaires. Donc, par exemple, on a une diminution quasiment de 50% de la consommation d'antibiotiques par les patients dans les troubles infectieux, voilà, si j'en parle, une diminution de près de 70% de psychotropes dans les troubles du sommeil et la dépression, une diminution aussi de 50% des AINS, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens pour les douleurs. Donc on voit là tout l'intérêt que peut apporter cette prise en charge en réponse à des enjeux de santé publique que l'on connaît tous comme l'antibiorésistance et plein d'autres choses. Mais encore une fois, voilà, l'homéopathie est une thérapeutique parmi d'autres, mais il est intéressant de voir qu'elle peut jouer ce rôle presque social. Il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est qu'un des biais qui a été relevé par la Haute Autorité de Santé par rapport à cette étude, c'est que dans le bras des personnes qui étaient soignées par des médecins homéopathes, en fait, il y avait des médecins homéopathes, des médecins qui prescrivaient un petit peu d'homéopathie, et des médecins qui étaient soignés par des patients qui étaient soignés par des médecins homéopathes. Et dans le bras des médecins homéopathes, ils ont détecté une un défaut d'homogénéité avec les autres bras, parce que les patients qui se faisaient soigner par homéopathie étaient plus responsables de la santé, avec donc les critères qui étaient des critères meilleurs. Un peu moins de poids, moins de tabac, moins d'alcool, etc. Donc ça veut dire que ça rejoint ce qu'on disait ce matin par rapport au fait que dans la notion de médecine intégrative, il y a aussi cette notion de responsabilisation du patient. Ça fait partie des critères dont on avait parlé, et ça semble très très intéressant. Je veux bien intervenir là-dessus. C'est qu'on a une grande étude aux États-Unis sur des centaines de milliers de patients. En fait, on comparait les patients qui étaient pris en charge par des hommes ou par des médecins femmes plus jeunes. En fait, on a un bénéfice en survie, pathologie confondue, chez de nouveaux gens qui finissent l'étude. C'est castrateur, ça regarde. Un bénéfice en survie chez ceux qui étaient pris en charge par les femmes jeunes. Donc l'impact du médecin sur la guérison, et il y a toute une théorie sur la régulation émotionnelle, la disponibilité affective, la particulière, ce qu'on appelle l'éthique du care, qui nous sert très bien. Et là on voit qu'il y a des profils patients. Parce que dans l'homéopathie, notre problématique à tous, c'est que ce n'est pas qu'un médicament homéopathique qui répond à des critères avec ces 3000 souches. Moi je ne sais pas, donc je ne prescris pas. J'aime l'homéopathie dans sa démarche, parce qu'il y a une démarche homéopathique. Maintenant je vais poser une question aux psychanalystes que tu dis. Classiquement et en ce moment, beaucoup plus qu'avant, les faibles doses
ne sont pas considérés lorsqu'on veut un bénéfice thérapeutique, alors qu'on voit que lorsqu'on a des perturbateurs endocriniens ou des particules, il y a des peurs de l'invisible, de la petite dose, on a quasiment peur de l'empoisonnement, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Par contre, chez les patients, quand il faut soigner, il faut de la forte dose, un marketing industriel, et nous on avait appris toutes les poisons, qu'il y a des poisons, il n'y a que la dose. Est-ce qu'il n'y a pas un problème psychanalytique par rapport à ce médicament homéopathique? Voilà la question. Non, mais on pourrait ramener ça en fait à tout ce qui est de ce qui peut impacter sur l'organisme. C'est évident que c'est intéressant parce que moi, si je te dis que tu es un gros con, il va se passer quelque chose dans ta tête, et au lieu de sauver, au pire, ça veut dire que rien que le fait qu'une vibration sonore va déclencher au niveau de ton cerveau des réactions qui vont t'amener à un comportement. C'est comme ça. Et donc il faut à un moment donné essayer de comprendre que le médicament homéopathique, certes, est à faible dose, mais il peut être considéré comme une information spécifique pour un organisme. Ça, on peut le comprendre. Je veux dire, tous les biophysiciens sont d'accord. Tous les biophysiciens, à contrario des médecins, de toute façon, on a mesuré qu'il y avait des différences entre les différentes dilutions quand on les mesure d'un point de vue biophysique. Pourquoi vous allez à l'encontre de cette réalité-là? Donc après, il faut comprendre, et c'est comme les animaux qui correspondent avec leurs phéromones. Je veux dire, les phéromones, c'est infinitésimal. Infinitésimal. On est pratiquement dans le dosage homéopathique. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on accepte de penser que l'interaction, bien sûr qu'il y a la parole, bien sûr qu'il y a la consultation, bien sûr que la prise en charge, là je vais aller dans ton sens, et tu vas voir que tant pis, c'est que tu l'as voulu, mais c'est vrai que la consultation homéopathique est considérée comme une bonne consultation, je suis d'accord. Parce qu'il faut du temps pour interroger les patients, pour prendre connaissance de leur vie, de leur souffrance, de leurs émotions, etc. Ça rentre en ligne de compte, c'est sûr. Mais la réalité du médicament homéopathique, c'est quand on donne une dose à un bébé qui va être bras de sa mère à 8h du soir, à sa tante, il a 42 fièvres, il est abattu, on lui donne une dose, c'est pas ce que c'est, bien s'en fout. Et qu'on le voit 20 minutes après qu'il a transpiré et qu'il a plus de fièvre et qu'il a plus de problème, on se dit peut-être qu'il se passe quelque chose. Alors, je pense que par rapport à l'homéopathie, plutôt que d'être forcément contre, parce qu'il n'y a rien dedans, ou d'être gentil, en disant qu'ils sont gentils, ils soignent parce qu'ils posent, à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, il faut être curieux. La science, c'est la curiosité. Je peux poser une question à Alain, parce qu'on a eu des très belles conférences avec des agriculteurs qui utilisaient l'homéopathie. On a eu des témoignages absolument extraordinaires, des études, et ça, c'est vrai que les gens le savent pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. L'homéopathie est vraiment utilisée aussi en santé animale. Comme vous nous décrivez ce que vous voyez tous les jours pour le cabinet avec vos patients, ces agriculteurs témoignent vraiment de ce que peut apporter l'homéopathie. Elle permet de soigner les animaux avec du coup un médicament qui n'a pas d'effet secondaire, pas de relargage dans la nature, qui est vraiment très naturel, et avec un effet observé qui est le même que les médicaments conventionnels qui s'utilisent habituellement. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit qu'on est presque dans une notion de médecine éco-responsable. On peut aussi soigner les plantes par l'homéopathie, il faut savoir. Donc ça va de la plante à l'animal jusqu'à l'être humain, d'une manière très harmonieuse et voilà, on est dans le complètement. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Antoine, avec moi, mon cerveau de scientifique, et j'ai été chercheuse dans une vie passée, il faut savoir que la recherche sur l'homéopathie est très active en sciences fondamentales et qu'aujourd'hui, il n'est plus à discuter l'action biologique de l'homéopathie sur des modèles cellulaires, sur des modèles de plantes ou animaux, y compris pour des niveaux de dilution élevés, c'est-à-dire qui, dans l'esprit, en effet, dépassent une certaine limite. Mais c'est exactement ce que tu disais, on parle d'une information qui est transmise par ces médicaments, et on n'est pas forcément dans les modes réactionnels habituels de la médecine conventionnelle. Il faut s'ouvrir à tout ça, rester modeste face à la science, et la recherche avance en tout cas en ce qui nous concerne, et moi je la trouve passionnante en tant que scientifique. Je peux juste rebondir là-dessus, pas du tout, à mon avis, c'est pas du tout psychanalytique, c'est avant tout historique. C'est-à-dire que pendant longtemps, les médecins ont accompagné les patients. Puis il est arrivé la médecine moderne, avec l'arrivée des antibiotiques, ensuite de la foulée, toute la chimie qui est arrivée, qui a révolutionné complètement la médecine. Traitement du diabète, traitement, etc., traitement de tuberculose, à l'époque c'était bien que le traitement de tuberculose. Et on est resté un petit peu sur cette lancée de la chimie. Ce qui fait qu'on a perdu pendant un certain temps cette notion de santé globale. Maintenant on y revient, on voit bien, on est ici, c'est un
Non, c'est bien de ça. On n'a pas arrêté de parler de ça depuis ce matin. Donc il y a une nouvelle ouverture qui se fait et on est en train de se sortir de ce tout chimique, c'est uniquement chimique, pour se mettre à l'intérieur d'autre chose. Et je pense que le nature trouvera naturellement sa place. Alors, juste pour un témoignage de cancérologie, on a été élevé, vous savez, avec les médicaments modernes, on cherche la dose maximale tolérable. C'est comme ça qu'on travaille nos essais thérapeutiques. Quelle dose maximale tolérable pour détruire la cellule tumorale sans qu'elle détruise le patient? Et tout le monde connaît l'histoire du lièvre et de la tortue. Qu'est-ce qui gagne à la fin? Donc à un moment, on voyait qu'on fatiguait trop les patients sans venir à bout finalement de la tumeur. Et donc on a un concept très ancien qui s'appelle Hormèse, un agent hormétique avec les faibles doses. Et nous, on a un concept qui s'appelle la chimiothérapie métronomique. C'est traiter à toute petite dose répétée plutôt qu'à très forte dose. Et les toutes petites doses répétées, elles permettent de changer le dialogue entre la cellule et son environnement. Et donc on a, pour exemple, pas plus tard que la semaine dernière, une patiente de 58 ans, cancer du sein métastatique, qui entre en réanimation après 11 lignes de chimiothérapie. Le réanimateur nous appelle en disant est-ce qu'il faut que je la réanime? Là il est gentil parce que d'habitude il vous appelle en disant je ne réanime pas. Excusez-moi, la famille n'est pas prête, métastatique. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à proposer après? On est là, c'est scientifiquement des essais thérapeutiques en 12e ligne, il n'y a pas. On dit oui, on n'a pas de tout, mais on va trouver. Non, je ne réanime pas. Puis au bout de 2 heures, il nous appelle, il fait écoutez, la famille a fait un scandale, je l'ai réanimé, et puis vous vous démerdez. Et donc la dame reste effectivement quelques jours dans le coma, etc. Et là, on trouve une molécule, une ancienne molécule, mais qui n'est plus du tout à la mode. Et qui se donne, c'est un comprimé quotidien, les principes que tu connais très bien. Et donc là, elle descend son marqueur, elle répond. En 12e ligne thérapeutique, on réhabilite un ancien médicament. Mais qui n'y a pas de publicité, il n'est pas marketé, il a de petites doses. Et donc nous, dans nos vies de cliniciens, on a tous, ce n'est pas des patients uniques, c'est des dizaines et des dizaines de patients qui ont répondu à des traitements qui ne sont pas les traitements les plus à la mode, les plus modernes. Donc on a fait de ce concept de la dose homéopathique une innovation dans la manière d'aller chercher l'efficacité thérapeutique. Donc, bien qu'on ne soit pas éduqué à ça, parce qu'on n'a pas forcément appris, c'est un appel au doute positif et pas au dogmatisme. Parce qu'animer la communauté, le débat de l'homéopathie a clivé la communauté médicale sur des dogmatismes aberrants au lieu de nous porter vers la recherche. Comme s'il y avait un gâteau qu'il fallait qu'il y ait quelques-uns qui y aient accès, au lieu de travailler avec la démarche scientifique qui est la nôtre et d'essayer de chercher et de regarder l'intérêt du patient. Donc je pense qu'il faut dépassionner ces débats-là. C'est vrai que se positionner comme un médicament en homéopathie, parce qu'il y a 3000 médicaments, plutôt que comme une démarche thérapeutique, parce que c'est aussi une démarche thérapeutique. Et bien en fait c'est les deux, donc en fait c'est un ovni qui ne rentre pas dans des cases, on n'a pas forcément appris, on ne va pas résoudre aujourd'hui l'histoire, mais on a besoin d'avoir des homéopathes qui travaillent et qui fassent des études pour nous continuer à nous apprendre des choses. Il y a une notion qu'on travaille beaucoup et qui nous interpelle au cas de l'homéopathie, d'ailleurs ça ramène à son dessin, c'est la sensibilité individuelle. On n'est pas tous égaux en termes de sensibilité, alors on connaît ça sur le taux d'émotion, sur le taux de tout ce que vous voulez. Il n'empêche que, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, j'ai eu un patient hypertendu qui était hypersensible au médicament. Ça existe aussi, les gens sont hypersensibles au médicament. Et en fait, il y avait une hypertension qui était quasi maligne, une tension très élevée, et il répondait très bien à un bêta-bloquant, un quart de dose une fois par semaine. C'est impressionnant. Il y a un bêta-bloquant, un quart de dose une fois par semaine, sa tension était équilibrée. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne conscience de ça. De toute façon, le patient idéal randomisé n'existe pas. C'est juste une courbe de c'est quelqu'un qui dans la vraie vie n'existe pas. Donc à nous de, et même dans l'intérêt thérapeutique conventionnelle, à nous d'essayer d'être un peu plus fin et d'aller chercher cette sensibilité individuelle qu'on aura par des symptômes, par des émotions, par des réactions individuelles de chacun dans des situations. Et là, je pense qu'on va faire une médecine beaucoup plus pointue. Et quand tu disais tout à l'heure, l'avenir de l'homéopathie, c'est quoi? C'était peut-être au moins cette réflexion là-dessus. Très bien. Vous voulez conclure? Petit mot de la fin. Petit mot de la fin, je dirais, on a beaucoup parlé de chiffres, on a parlé de théorie, on a parlé de tout ça, et il ne faut pas qu'on oublie le patient. Le
moins, pour moi, le plus sera pour le patient. Les enjeux, c'est qu'il y a un maximum de patients qui bénéficient de tous ces traitements, que ce soit l'homéopathie, l'acupuncture ou autre chose. On a en face de nous des patients, je discutais avec un médecin allergologue, et bon, le patient était un peu hystérique sur les bords. J'ai dit, mais tu sais, c'est un patient qui souffre. Voilà, c'est ça. Et depuis que je vois un patient, des fois, il me dit, bon, on rajoute un peu de vie, d'accord, mais c'est un patient qui souffre. Autour de la fin, à mon avis, ce serait ça. Pensons aux patients qui souffrent et aidons-les au mieux, peu importe la clinique. Bon, ben, on va